bonjour à tous et à toutes. On est content de vous recevoir ce soir pour accueillir Antoine Dubiot qui vient nous présenter son livre sur l'écofascisme, ou même au pluriel plutôt les écofascismes. Ce que je peux dire peut-être pour commencer, c'est que j'ai lu le livre de mon côté. Et ce que je me disais avant de commencer cette introduction, c'est que le terme écofascisme, ça peut surprendre un peu, je pense, quand on ne s'est pas trop renseigné sur ce que ça pouvait être, notamment parce qu'on a plutôt l'habitude, peut-être par facilité, de situer l'écologie à gauche de l'échiquier politique. Ça, c'est une des idées reçues en fait que le livre déconstruit dès le début et puis ensuite tout au long de son développement. Donc ce soir, c'est l'UCL Orléans et le collectif antifasciste Orléans qui invitons Antoine pour nous présenter ce livre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, au collectif antifasciste, en fait, son livre, il nous a particulièrement parlé parce qu'il est lié à la création, nous, de notre collectif, qui remonte en fait à il y a 1 an maintenant. C'était au début des manifs anti-pass sanitaire, anti-vaccination. Et en fait, nous, notre collectif, il s'est créé parce qu'on a constaté qu'au sein de ces mobilisations en fait, contre le pass, il y avait des courants politiques, des groupes politiques et des individus en apparence très hétérogènes politiquement qui étaient réunis pour ces mobilisations. Et on a essayé de comprendre en fait ce qui pouvait créer le lien entre ces groupes et entre ces individus. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait pas mal d'écologistes justement, des organisations syndicales, donc de gauche, et puis des groupes véritablement à l'extrême droite, tels que par exemple l'Action française, qui est un collectif en fait fasciste. Et on a essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait réunir toutes ces personnes-là au même endroit, et visiblement tout le monde arrivait à peu près coexister. Et en fait, c'est cette volonté de comprendre ce mouvement réel, ce mouvement concret, qui nous a amené à nous intéresser aux théories de l'écofascisme, donc des écologies d'extrême droite. Nous, à l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose. On a commencé à lire des articles et là, ça a été vraiment très éclairant parce qu'on retrouvait dans les arguments, dans les mots d'ordre de ces mobilisations, tout un tas de thèmes en fait qui étaient déjà décrits par d'autres intellectuels, par des journalistes qui s'intéressaient justement aux écologies d'extrême droite. Donc on a fait à cette époque une publication un peu pour exposer ce que nous, on avait compris de notre côté. Et puis, quelques mois plus tard, Antoine Dubiot a écrit son livre. Et ça nous a semblé super intéressant de l'inviter ici et pour qu'il nous le présente, et puis pour voir les écofascismes sous un autre jour que celui sous lequel nous, on l'avait appréhendé. Voilà. Donc je laisse la parole à Antoine, du coup. Merci beaucoup pour ton introduction. D'abord, je précise un petit peu le format qu'on avait discuté au départ. L'idée, c'est que je parle à peu près 30 minutes, entre guillemets, tout seul, et puis après, qu'on ait des échanges assez rapidement. Mais si jamais il y a des problèmes vraiment importants de compréhension au fil de l'exposé, n'hésitez pas à lever la main juste qu'on clarifie pour pas que vous puissiez suivre en fait l'intégralité, la présentation de départ. Voilà, je me présente rapidement. Donc Antoine, je suis militant écologiste, je suis pas chercheur, on va dire pas encore plutôt.
Donc je travaille sur les pensées écologistes depuis quelques années, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je tiens notamment un blog qui s'appelle Perspectives printanières et sur lequel en fait c'est là-dessus que mes réflexions ont émergé sur notamment l'écofascisme, et je vais revenir un tout petit peu juste après. Et puis en termes d'études, dans le monde universitaire, j'ai étudié un petit peu justement aussi des courants écologistes, alors avec des angles plutôt je viens de la géographie, donc j'ai étudié beaucoup tout ce qui est le rapport au territoire, des choses comme ça chez les groupes écologistes. Et il se trouve que c'est dans ce contexte, pour un mémoire universitaire, que j'ai entendu parler pour la première fois d'un groupe qui s'appelle la Nouvelle Droite, voilà, et on va y revenir un petit peu. Et en fait, c'est un peu là la source de mon intérêt pour ces groupes d'écologie d'extrême droite. Voilà, donc tout ce qui était sur mon blog, ça fait un petit moment que j'abordais par touche dans différents articles. Alors j'avais fait un article sur la collapsologie, peut-être c'est quelque chose un courant écologiste qui parle à un certain nombre d'entre vous, qui travaille sur des théories de l'effondrement de la société pour des raisons écologiques. J'avais commencé à faire un peu des choses sur l'écofascisme sur ce premier article-là. Ensuite, j'avais fait un certain nombre d'articles sur la pandémie et les dimensions écologiques de la pandémie. Alors ça peut être un certain nombre de choses. Par exemple, la pandémie interprétée comme une vengeance de la nature, et qu'est-ce que ça implique en termes politiques de considérer ça comme une vengeance de la nature. Et donc pareil, j'avais mis un peu des petites touches, et donc à chaque fois, soit le concept d'écofascisme, soit plus largement les écologies ancrées à l'extrême droite apparaissaient plutôt par touche. Et en gros, j'ai des camarades qui m'ont incité à faire un article un petit peu synthèse où j'en étais sur ce thème-là en particulier, pour justement centraliser un peu mes réflexions. Et donc j'ai fait ça, et puis j'ai un éditeur qui m'a proposé d'en faire un livre, qui est Grévis, qui est un petit éditeur militant qui est basé à Caen, qui est super chouette, qui fait plein de trucs chouettes au-delà de travailler un peu sur les questions écologiques. Et puis du coup j'ai accepté parce que c'est moi dans ma position je pensais pas écrire un livre et du coup j'ai accepté parce que c'était une super opportunité. Et surtout en fait ils m'avaient contacté notamment parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un peu un manque de publication un petit peu synthétique et globale sur cette question-là. Non pas qu'il manque, qu'il n'y ait rien du tout. Il y a un certain nombre de collectifs, vous en faites partie, mais même à l'étranger, de collectifs qui s'intéressent à ces questions-là. Mais il n'y avait pas forcément de livres de synthèse, ou alors ils avaient des défauts. Il y a des universitaires qui ont un peu travaillé sur le sujet, mais c'est un petit peu fourre-tout. C'est pas forcément. On reviendra peut-être sur ça un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est source du livre. Pour l'instant je ne vais pas trop parler de fond. Maintenant en termes de pourquoi le livre en particulier, en termes de fond, il y avait quelque chose que je voulais clarifier d'abord, c'était le sens du mot écofascisme en fait. C'est un mot qu'on peut croiser assez régulièrement quand même dans l'espace public, on va dire. Alors, c'est pas non plus un mot extrêmement courant, mais on peut le croiser par exemple sur des chaînes comme CNews, BFM TV, voilà. Et là, le mot écofascisme, il est utilisé pour caractériser l'ensemble des écologistes, parce que voilà, le fait de vouloir, supprimer, je sais pas, la voiture individuelle ou les trajets en avion à l'échelle nationale, etc. Tout ça, ce serait du fascisme écologique. Bon, voilà. Bon, ça, je pense que c'est tellement ridicule qu'il n'y a pas trop besoin de s'attarder là-dessus. C'est facile de montrer que les écologistes n'ont pas du tout globalement, n'ont pas du tout cette aspiration-là. Et ensuite, dans les milieux plutôt écologistes ou antifascistes, on peut avoir une autre signification du mot écofascisme qui englobe globalement toutes les conceptions qu'on peut dire réactionnaires, parce que racistes, sexistes, homophobes de l'écologie, ou alors des conceptions plutôt autoritaires, donc qui défendraient une dictature écologique, etc. Alors, moi, j'ai pas trop de problème avec les usages militants du terme écofascisme pour caractériser ces approches-là. Le problème, c'est que, en fait, ça peut masquer certaines choses, de englober
toutes les approches écologiques qu'on n'aime pas derrière ce terme d'écofascisme, au sens où on perd un petit peu le lien avec ce qu'on appelle fascisme d'un point de vue théorique, qui est quelque chose de assez spécifique, quoi. Voilà, c'est un peu tous les débats qu'on peut avoir fréquemment sur est-ce que dire que toute une partie de la droite relève du fascisme, est-ce que c'est très pertinent? Voilà, c'est un peu le même type de discussion. Donc moi j'étais plutôt sur la ligne, il faut avoir une définition restrictive. Enfin, c'est surtout d'un point de vue analytique en fait. Moi ça me pose pas de problème qu'on dise que un certain nombre de gens sont des écofascistes parce qu'ils prônent la réduction de la population, même si je pense qu'en termes d'analyse c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, donc ça c'était vraiment un des points de départ. Voilà. Je tiens à rappeler quand même quelque chose par rapport à ce que tu as dit aussi en introduction, c'est que moi je reste d'accord avec la vision globale qu'on peut avoir des écologistes. Les écologistes s'ancrent globalement à gauche, d'une façon assez diverse, plus ou moins radicale. Ça, je pense que c'est une réalité d'un point de vue statistique. Et que de l'autre côté, l'extrême droite, globalement l'extrême droite électorale est plutôt hostile à toute forme de politique écologique. Ça, je pense que c'est un constat qui globalement marche. Et en fait, là où il marche plus, c'est quand on commence à regarder un peu les marges de ces deux mouvements, à la fois des mouvements écologistes et des mouvements et de l'extrême droite en fait. Et voilà. Et donc l'idée, c'était un peu justement d'explorer un peu ces marges. Sauf que moi je l'ai pas fait à partir d'une enquête, je suis pas allé voir des groupes d'extrême droite pour discuter avec eux, c'est pas mon truc, mais voilà, j'ai plutôt travaillé sur des textes théoriques et à partir de sources universitaires qui ont déjà travaillé sur la question, mais comme je disais, qui n'étaient pas forcément toujours les plus clairs là-dessus. Voilà. Et moi je pense que dans ces marges, il y a deux processus qui ont lieu en même temps. C'est un peu la proposition, on va dire, de structuration que je fais dans le livre, c'est qu'il y a dans le mouvement écologiste, il y a un mouvement qu'on peut appeler de fascisation de l'écologie. Ça voudrait dire, en gros, qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans les discours écologiques qui, en fait, peuvent conduire à faire basculer certaines personnes vers une conception fasciste de l'écologie, qui sont des trajectoires que je pense assez minoritaires, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, je pense quand même qu'il y a un problème avec un certain nombre de discours écologiques. Mais on va revenir dessus, bien sûr, ça va être un peu l'objectif de mon intervention. Et l'autre processus, je vais commencer par décrire celui-là, c'est le processus de d'écologisation du fascisme. Donc ça désigne comment un certain nombre d'idéologues, principalement des idéologues, se sont saisis de la question écologique dans un certain nombre de... Enfin, des idéologues fascistes, j'ai oublié de préciser, voilà, qui sont issus vraiment du mouvement fasciste, d'organisations fondées par vraiment des anciens SS, des anciens de l'OAS, des gens comme ça. Voilà, je vais revenir un peu là-dessus. Hop. Donc, je vais commencer par l'écologisation du fascisme. À mon avis, c'est un processus qui est engagé depuis à peu près 40 ans, qui est autour d'une poignée d'intellectuels. Il ne faut pas dire que c'est non plus massif parmi les idéologues fascistes, au sein d'une mouvance que j'ai citée un peu plus tôt, qui s'appelle la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, c'est un groupe d'intellectuels plus ou moins structurés, il y a quelques organisations qui existent et qui sont investis dans l'actualisation, le renouvellement de la doctrine fasciste. Il y a un philosophe particulièrement connu qui représente bien la Nouvelle Droite, qui est un petit peu au carrefour en plus des différentes tendances qui existent dans cette mouvance, qui s'appelle Alain de Benoît. C'est peut-être le nom qui vous parlerait le plus si jamais vous connaissez un petit peu ce courant. C'est un peu la figure de ce courant de la Nouvelle Droite. Et donc, comme je dis, c'est vraiment des intellectuels, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par le fait de directement investir le champ électoral. Ils vont pas jamais se présenter à des élections. Il y a quelques gens de ce groupe-là qui ont parfois participé au Front National, etc. Mais c'est assez minoritaire, c'est plutôt des intellectuels. Et en fait, ils ont une stratégie qu'ils appellent la métapolitique. Ils l'appellent aussi le gramscisme de droite. Donc c'est le fait de influencer la politique par la culture en diffusant des valeurs réactionnaires plutôt par la culture, de sorte à préparer le terrain pour l'avènement d'une force politique réactionnaire. Voilà, c'est un peu l'idée.
Mais c'est très théorisé en fait chez eux. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils restent à cette échelle. Voilà, ça c'est pour, disons, plutôt la partie stratégique de l'écologisation du fascisme. Ensuite, sur le fond, il y a la reprise d'un certain nombre de thèses issues de ce qu'on appelle la révolution conservatrice allemande. C'est en gros un ensemble de thèses qu'on peut dire pré-nazies. En gros, c'est un réservoir intellectuel de thèses réactionnaires, dont notamment issus du nazisme, mais pas uniquement. En fait, il y a un certain nombre de mouvements politiques allemands qui étaient un peu contemporains de ça. Et en fait, ces thèmes-là, qui avaient notamment la question du déclin de la civilisation occidentale, etc., quelque chose qu'on retrouve globalement dans les mouvements fascistes, voilà, et qui est repris par ce courant de la nouvelle droite qui le retravaille un peu à sa sauce, etc. Et donc dans cette révolution conservatrice allemande, hein, donc qui a plus d'un siècle, on retrouve une forme de romantisme, de proximité, de valorisation de la nature, que moi je ne considère pas comme écologique, mais pas exactement écologique, quoi. Il y a un intérêt pour ça, mais c'est plus un intérêt, je dirais, purement traditionnaliste, au sens où voilà, on va vanter la proximité avec la nature pour légitimer une organisation très hiérarchique de la société, avec un chef homme, évidemment. Voilà, c'est plutôt comme ça. Il n'y a pas encore de conscience écologique au sens moderne on entend, avec les alertes scientifiques et un contexte écologique de plus en plus visible. Voilà. Donc la nature, dans ce contexte, elle apparaît surtout comme un ordre qui... un ensemble de lois indépassables, en fait, qui sont censées organiser absolument tout. Donc c'est à la fois les relations entre êtres vivants, mais aussi les relations entre êtres humains. Et donc, alors là, il y a plusieurs manières de voir ça. Parfois, il y a des théories raciales qui se fondent là-dessus. Parfois, c'est plutôt des théories sur les questions de genre, etc. Voilà, mais c'est globalement un petit peu l'idée, c'est qu'il y a des hiérarchies naturelles entre les humains. Et voilà, donc c'est à mon avis le point important qu'il faut retenir pour la suite. Alors pour l'instant tout ça c'est pas spécialement écologique, hein, c'est globalement l'extrême droite a ce type de discours-là sans que ce soit écologique. Là où à mon avis il y a quelque chose qui change, c'est qu'en fait le fait de selon ceux que moi je dessine comme écofascistes, le fait de garantir cette organisation hiérarchique de la société, en fait ça passe par le maintien d'un équilibre qu'eux désignent comme écologique. Donc en fait le fait d'avoir une société organisée de cette manière, c'est un équilibre qu'il faut préserver en soi, et voilà, c'est à mon avis là qu'il y a un basculement. Voilà. Donc ce qui change à mon avis, c'est que dans la doctrine fasciste, on va dire non écologique, la référence à la nature, c'est surtout métaphorique en fait. C'est vraiment pour dire la nature est organisée de manière hiérarchique, donc il faut aussi que nous, notre société, soit organisée de manière hiérarchique. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique d'ailleurs aux fascistes. En fait, c'est plus large dans la société. Hein. Principalement chez les forces politiques réactionnaires, mais tout ce qu'on appelle la naturalisation de l'ordre social, à mon avis, ça relève de la même chose. Et donc ça permet de figer un certain nombre de hiérarchies. Mais pour les écofascistes, comme je disais, pour moi, il y a un vrai retournement de cette métaphore naturelle, en fait, au sens où en fait, ouais, le retournement, il est que si jamais il y a un ordre social qui est issu de la nature, alors il ne faut pas uniquement protéger l'ordre social que eux défendent, très inégalitaire, etc. Il faut aussi protéger la nature dont est issu cet ordre social. Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu un bouclage, c'est comme ça que je l'interprète, bouclage entre la source de cet ordre social et puis la finalité. Et donc tout ça, c'est un équilibre écologique qu'il faut conserver. Voilà, ça c'est donc c'est assez centré autour de l'idée de nature qu'on retrouve de manière assez régulière.
Et puis ça se retrouve dans un certain nombre d'autres concepts courants dans ce type de théorie, comme par exemple il y a un concept important qui me semble être celui d'enracinement, qu'on peut entendre parfois d'ailleurs chez des écologistes non écofascistes. C'est un terme qui est assez fréquent dans l'extrême droite non écologiste d'ailleurs, qui est plutôt pour fonder tout ce qui est identité, soit locale, régionale, nationale. Voilà, il y a plein de déclinaisons de ça. Mais c'est encore une fois, c'est assez métaphorique. Quand je pense que quelqu'un comme Éric Zemmour, quand il parle d'enracinement, c'est surtout, son objectif, il est surtout de figer une certaine conception de l'identité française, etc. Mais il n'y a pas une conception vraiment écologique de l'idée d'enracinement. Alors que pour les écofascistes, il y a vraiment un lien écologique en fait entre les cultures et les environnements dont sont issues les cultures. C'est-à-dire que selon les écofascistes, la culture européenne, elle est adaptée à l'environnement européen. Voilà, c'est des thèses qui ont été réfutées il y a très longtemps en géographie, il y a plus d'un siècle, mais c'est quand même, c'est un peu le type de théorie qu'ils défendent. Je précise bien qu'eux, ils parlent souvent de culture, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ils conçoivent la chose en termes très biologiques. Donc en fait, ils parlent de culture, mais en fait, ils pensent culture européenne. Pour eux, ça veut dire race blanche. En fait, c'est comme ça qu'ils conçoivent. Voilà. Donc ça, c'était sur le retournement de la métaphore naturelle. À mon avis, c'est le point vraiment important, le changement important à avoir en tête. Et comment l'expliquer, c'est un peu compliqué. Faudrait faire une enquête peut-être plus précise sur exactement ce retournement-là. Mais en gros, c'est quelque chose qui intervient à partir des années 80. Et à partir des années 80, il y a un mouvement écologiste, pour le coup ancré à gauche, qui s'était développé. Il y avait des alertes scientifiques qui étaient arrivées, etc., sur l'état écologique de la planète. Et du coup, on avait une question écologique qui commençait à devenir visible dans la société. Et globalement, au départ, c'était plutôt jugé d'une manière très péjorative par cette extrême droite intellectuelle là, qui prenait, aujourd'hui on dirait qu'ils prenaient les écolos pour des bobos gauchos, on va dire ça comme ça. C'est un peu l'idée, c'était pas les termes utilisés à l'époque, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, à partir des années 80, mon interprétation, c'est qu'ils identifient que l'écologie peut permettre d'agréger un certain nombre de concepts courants au sein de l'extrême droite, notamment des visions assez ésotériques de l'histoire qui peuvent se fondre dans une forme de romantisme et d'amour de la nature. Et puis un certain nombre de critiques aussi de la société moderne, donc que ce soit sous les technologies modernes, que ce soit les progrès sociaux modernes. Voilà, donc ils se rendent compte que par l'écologie, ils peuvent synthétiser un certain nombre de choses. Voilà, et je parle toujours de ces idéologues, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui s'est exporté dans le champ électoral. Voilà, donc ça c'est pour l'écologisation du fascisme. Voilà. Ensuite, je passe au deuxième processus, qui est le processus de fascisation de l'écologie. Alors c'est quelque chose que peut-être on identifie un petit peu plus, qui est peut-être un peu moins nouveau, parce que justement c'est des choses qui sont plutôt dans le mouvement écologiste. Donc j'imagine qu'il y a une partie d'entre vous, au moins une bonne partie, qui participe à différentes démarches militantes écologistes. Et donc là, par fascisation, moi je parle bien d'ambiguïté, de pente glissante, etc. L'idée, c'est pas de dire que quand on défend les concepts que je vais évoquer, en fait on est immédiatement fasciste et tout, pas du tout. Non, au contraire, je pense que c'est des concepts qui peuvent avoir parfois, enfin pas tous, mais parfois une certaine utilité, mais que en fait ils n'ont pas des interprétations qui sont uniques, qui peuvent nourrir des récits très différents. Voilà, je vais prendre du coup un exemple qui, je pense, vous parlera assez bien. C'est le concept d'effondrement. Le concept d'effondrement, pour des raisons d'effondrement de la société occidentale, pour des raisons écologiques.
Je pense que c'est quelque chose qui est assez courant en fait chez les écologistes. Il y a même des travaux qui montrent que ce serait un peu la base de l'engagement écologiste en France depuis les années 70. Bon, c'était pas un concept extrêmement important. Et puis en 2015, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, que je pense qu'une partie d'entre vous connaissent, et qui est quelqu'un qui est plutôt qui est complètement issu même des milieux de gauche libertaires belges en l'occurrence, et qui défend avec une vision très systémique des choses, le fait que la crise écologique va aboutir à l'effondrement de la société occidentale. D'ailleurs, il ne dit pas occidentale, il dit thermo-industriel. Je pense que c'est assez intéressant. C'est pas racial dans sa tête en fait. Il n'y a pas du tout cette dimension civilisation, choc des cultures, etc. C'est plutôt en termes matériels, on va dire, en termes d'infrastructures, etc., qui conçoit les choses. Et donc il y a ce concept d'effondrement qui devient de plus en plus visible dans l'espace médiatique en France, notamment dans des médias de gauche, mais pas que, ça passe aussi dans Le Monde, dans des choses encore plus mainstream. Et puis à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des groupes, des idéologues d'extrême droite et des groupes d'extrême droite qui ne sont pas les mêmes que ceux dont je parlais, qui sont plutôt des gens beaucoup plus implantés dans des organisations militantes, des néo-nazis, etc. Notamment quelqu'un qui s'appelle par exemple Piero San Giorgio, bon, pour le coup qui n'est pas français, qui est suisse, mais qui a des proximités importantes. Qui en fait se saisissent du concept d'effondrement, mais qui lui donne une signification très différente, qui l'insère dans un récit très différent, où l'effondrement en fait conduirait à une guerre civile, une lutte de tous contre tous, en fait il défend une forme de survivalisme écologique, et ça on le voit on imagine assez bien cette vision des survivalistes d'extrême droite. Voilà, et je pense que le concept d'effondrement, c'est un bon exemple. Voilà, il est arrivé dans l'espace public d'une manière qui était pensée plutôt pour aboutir sur des propositions émancipatrices ensuite. Mais voilà, il a fait son chemin, ce concept, et puis ensuite il y a un certain nombre d'autres interprétations en fait qui se sont ajoutées sur ce concept d'effondrement. Voilà. Bon, après, on pourrait discuter des responsabilités des gens qui ont porté ce concept. Voilà. Est-ce qu'ils ont laissé trop de portes ouvertes, etc. C'est justement des questions qui peuvent être discutées, je pense. Moi, j'ai pas de réponse définitive à cette question, mais voilà, je pense que c'est le type de question de débat que j'aimerais bien essayer de faire naître un petit peu. Sur d'autres concepts, bon, il y en a qui sont un peu moins ambigus. Par exemple, il y a ce que moi j'appelle dans le livre le populationnisme écologique. Donc c'est le fait de toujours ramener le problème écologique à un enjeu démographique et donc supposément de surpopulation de la planète. Là il y a beaucoup d'analyses qui ont analysé ces discours qui montrent la dimension fréquemment raciste. Je dis pas forcément tout le temps parce que voilà, pour éviter qu'on me tombe dessus pour cette raison, mais c'est presque tout le temps le cas. Donc c'est des discours, en fait, on dit qu'il faut limiter la population, mais c'est jamais les blancs, en fait. C'est toujours les populations racisées des pays du sud global. Voilà. Et je pense que le problème de cet argument de la surpopulation, c'est qu'il fonctionne un peu comme un cadrage. C'est-à-dire que c'est très difficile en fait d'en sortir. C'est-à-dire que c'est une entrée très facile dans la question écologique. Je pense qu'on demande à quasiment n'importe qui dans la rue c'est quoi le problème écologique, le principal problème écologique. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir on est trop nombreux sur Terre. Parce que c'est une entrée en fait assez automatique, c'est assez facile d'aller là-dedans, ça ne demande pas de... Ouais, je ne vais pas dire que c'est une forme de naïveté, mais c'est en fait, il y a un cadrage médiatique fréquent dans les médias très mainstream qui est que voilà, c'est le principal problème écologique. Et en fait, on a beau amener n'importe quel autre contre-argument pour soit évacuer cet argument, même le nuancer, en fait, on va toujours revenir sur ouais, mais quand même, il y a trop de monde sur Terre. Enfin, c'est très bien tous tes trucs sur le capitalisme, sur le colonialisme, etc. Mais il y a trop de monde. Voilà, on revient souvent là-dessus. Donc, je pense que c'est très difficile de sortir de cet argument de la surpopulation. Donc, voilà, à mon avis, c'est aussi une autre forme de fascisation de l'écologie qu'on peut retrouver. Il y en a une troisième que je vais évoquer. Là, j'en ai pris 3 qui me semblent moins saillantes, mais on peut en trouver plein. Et je pense que la discussion va peut-être... on pourra en faire émerger d'autres. Il y en a une autre qui est sur la décroissance. La décroissance, c'est devenu un peu, je dirais, un lieu commun parmi les écologistes non libéraux, on va dire ça comme ça.
il faut réduire notre production énergétique, on va dire, et de produits manufacturés, etc. Parce que c'est pas soutenable, et puis qu'il y en a un certain nombre qui sont surtout fabriqués par des dispositifs capitalistes type la publicité, etc., qui créent des besoins qui sont pas nécessaires pour la vie humaine et qui consomment plus de ressources, etc. Donc ça, globalement, je dirais que c'est un lieu commun parmi les écologistes. Le problème, c'est que initialement, c'est un projet politique qui est assez clair, la décroissance, un projet socialiste, très clairement autogestionnaire. Donc l'idée, c'était de revenir à une forme de démocratie directe pour déterminer à l'échelle collective de quoi chacun et chacune a besoin pour vivre, etc. Et l'idée, c'était pas forcément de faire décroître nécessairement le PIB, la production de ressources, etc. C'est plutôt, en fait, si jamais on s'organise à une échelle plus locale, etc., on va mécaniquement avoir besoin de beaucoup moins que ce qu'on imaginait. C'est plutôt ça la réflexion. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut d'ailleurs, c'est pas l'idée. Mais ensuite, elle a fait son chemin un peu, je dirais, dans l'espace public. Et petit à petit, cette dimension très politique, autogestionnaire, démocratique des débuts, à mon avis, s'est effacée pour que ça devienne plutôt un mot d'ordre économique. C'est-à-dire justement, il faut faire décroître la production de richesses et donc la production de produits manufacturés, d'énergie, etc. Et dès lors que c'est devenu un mot d'ordre économique, ça peut être investi de plein de manières différentes, à mon avis. Et ça a notamment été investi par le groupe fasciste dont je parlais avant, intellectuel de la nouvelle droite, qui s'est approprié ce concept de décroissance et qui en a proposé sa propre vision. Donc c'est une vision qui est anticapitaliste aussi, j'ai envie de dire, mais ils y ajoutent un certain nombre d'autres facettes. C'est-à-dire que pour eux, la décroissance, c'est pas uniquement un processus économique, c'est aussi un processus social, c'est-à-dire décroissance. C'est pas comme ça qu'ils le formulent, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est décroissance des droits des minorités raciales et sexuelles. Voilà, principalement ça en fait. C'est un peu leur focale. Voilà, donc il y a et puis ça, c'est à partir des années 2000, je dirais. Et puis, depuis les années 2015, il y a un autre groupe dont j'ai pas parlé, qui s'appelle, c'est plutôt l'écologie intégrale. Peut-être c'est une expression qui parle peut-être plus que l'écofascisme, qui sont en gros en France, je précise, en France, ce sont plutôt des catholiques intégristes qui ont calqué sur leur discours homophobe et antiféministe une vision écologique, en fait. C'est des gens qui sont plutôt issus de la Manif pour tous, qui ont fondé. Il y a une revue qui est assez connue qui s'appelle la revue Limite, par exemple. Voilà, donc eux, ils ont aussi leur propre conception de la décroissance qui est globalement assez proche de celle que je décrivais, qu'il faudrait revenir en arrière sur un certain nombre de plans, et pas sur le plan économique uniquement, mais ça peut être sur le plan technologique, et c'est sur le plan social notamment, ces gens qui défendent la famille nucléaire, hétérosexuelle évidemment, et voilà. Voilà, ça c'est donc 3 formes saillantes, à mon avis, que j'essaye de décrire dans le livre. Donc les théories de l'effondrement, les théories sur la surpopulation et sur la décroissance. Ça, donc on peut en trouver plein d'autres, on pourra peut-être en discuter. Et à mon avis, moi à la fin du chapitre sur la fascisation de l'écologie, j'essaye de proposer une manière de classifier un petit peu, c'est un petit peu simpliste, mais ça me semble assez intéressant, c'est de regarder en fait les discours sur la modernité. Donc je mets des guillemets parce que je trouve que c'est quelque chose de très global en fait. Et c'est intéressant de voir comment des gens se positionnent vis-à-vis de concepts et d'idées aussi vastes et variées que la modernité. La modernité, ça peut être plein de choses. Ça peut être soit un ensemble de valeurs, donc supposément progressistes par exemple, donc antiraciste, en faveur des droits LGBT, féministes, etc. Donc là c'est une conception de la modernité, mais on peut en avoir d'autres. On peut avoir la conception de la modernité comme un ensemble d'infrastructures matérielles. Alors ça peut être de production alimentaire, ça peut être d'infrastructures de santé, etc. Donc si jamais on se positionne vis-à-vis de la modernité, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que ça veut dire quel type de modernité on rejette ou à laquelle on adhère? Et ça, je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément très clarifiées.
et que parmi les écologistes, il y a souvent un discours critique sur la modernité, mais on ne sait pas exactement ce que ça désigne. Je pense que les gens, quand ils formulent, ils savent ce que ça désigne. Mais le fait que ces discours soient assez globaux, je pense que ça peut nourrir des confusions. Et en fait, c'est là que les deux processus se rejoignent. C'est que le groupe de la nouvelle droite, en fait, ils jouent sur ces ambiguïtés-là. C'est-à-dire que quand ils ont commencé dans les années 80 à s'intéresser à l'écologie, en fait, ils ont identifié un certain nombre de thèmes courants au sein de l'extrême gauche écologiste qui leur semblaient intéressants pour eux de les retravailler à leur manière. Alors ça a été le cas notamment de la société de surconsommation, qui était un thème écologiste quand même très important. Cette revue, il y a une revue d'extrême droite en particulier qui s'est beaucoup intéressée à ce thème-là. Il y a un certain nombre d'autres choses, et notamment le rejet du capitalisme pour des raisons écologiques, ça vient aussi un peu de là en fait au sein de l'extrême droite. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été réappropriées par cette extrême droite en train de s'écologiser, parce qu'il y avait des ambiguïtés au sein des théories écologistes plutôt ancrées à gauche. Voilà, donc c'est là que les deux processus se rejoignent un peu. Et c'est notamment parce qu'il y a une extrême droite écologiste que ces ambiguïtés elles sont dangereuses. En fait, si ça débouchait sur rien, ça serait un petit peu différent sûrement. Et c'est pour ça, je pense que si on veut théoriser l'écologie, une écologie politique émancipatrice, en fait, il faut réfléchir aussi à si on laisse ces ambiguïtés perdurer, vers quoi ça débouche. Et toujours, je pense qu'une théorie politique, ça ne se crée pas tout seul comme c'était dans le vide. En fait, c'est aussi par rapport aux gens dont on veut se distancier, aux ennemis politiques qu'on peut avoir, etc. Et voilà, donc c'est un peu la démarche que j'ai essayé de porter aussi. Et aussi, j'essaye de défendre le fait de clarifier donc, le discours écologique, là, globalement ce que j'ai pas utilisé le mot clarifier, mais c'est un peu l'idée que j'ai, et qui est en gros une démarche collective qui est déjà engagée en fait par un certain nombre de gens. Ce que vous faites sur les questions sanitaires, c'est un bon exemple. Il y a d'autres collectifs en France qui font ça aussi, qui travaillent sur l'autodéfense sanitaire. Et je pense que c'est un travail collectif de clarification de certaines ambiguïtés du mouvement écologiste qui sont intéressantes. Sur la décroissance que je citais, il y a aussi des clarifications qui ont été faites. Je pense qu'il y a un article qui est paru il y a peut-être 3-4 ans dans Rebellion, qui est un média autonome lyonnais, qui s'appelle La décroissance, ce journal que nous n'achèterons plus. Il y a un journal qui s'appelle La décroissance et qui a pris des positions assez réactionnaires, racistes et sexistes en particulier. Et voilà, donc il y a des articles qui sont sortis un peu sur ce journal et qui expliquaient un peu comment toutes les conceptions de la décroissance ne se valaient pas, etc. Voilà, donc je pense que c'est un travail qui est déjà en cours. Moi, je ne prétends pas régler ces questions-là. Je suis plutôt dans la position de mettre sur la table, regardez, voilà, on a un peu des interprétations variables de certains concepts qui peuvent nous paraître, nous, féconds. Et voilà, qu'il faut peut-être faire attention à tout ça. Voilà, je ne sais pas trop combien de temps j'ai duré, je n'ai pas pris l'heure, mais voilà, j'ai terminé. Ok, super, merci. Du coup, voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur ce que j'ai évoqué ou même autre chose, en fait, un peu en lien, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Ouais. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les discours écologiques et que tu n'as pas cité, c'est une forme d'anti-intellectualisme qui, à partir de la méfiance envers les experts, notamment tu parlais de la décroissance et du collectif Pièces et main-d'œuvre, et ça revient beaucoup dans ce qu'ils disent. Et ça rejoint un thème de l'extrême droite qui est le bon sens opposé à une dégénérescence des esprits à l'échelle individuelle plus que de la société. Et donc ça me paraît être quelque chose de très ambigu et très glissant. Et voilà, je veux ton avis là-dessus. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. J'ai pas d'avis spécialement là-dessus, j'ai pas travaillé dessus, mais c'est une piste intéressante. Je pense que voilà, ce qui serait, si quelqu'un veut creuser ça en particulier. Voilà, la question que j'avais, c'était plutôt sur la notion de gauche-droite.
en fait, où c'était dit en introduction, l'écologie n'est pas de gauche. J'aurais tendance à dire que si on prend les idéologies propres en fait aux partis politiques qu'on va avoir en France, on reprend l'écologie va être plutôt antilibérale économiquement parlant. Et la décroissance n'est pas simplement une idéologie, mais simplement une nécessité scientifique. Si on prend tous l'ADEME, le GIEC, etc., qui vont nous dire qu'il faut qu'on se calme sur pas mal de choses. Et du coup, la question de se dire, quels sont les partis aujourd'hui qui portent ces questions-là? Il n'y en a que deux grands partis en France qui vont porter ça, deux partis qui sont à gauche, et que du coup, est-ce que le spectre gauche-droite n'est simplement plus adapté pour parler d'écologie? Parce que si l'extrême droite commence à prendre le sujet écologie en main, et qui ne correspond pas à leur idéologie propre, du coup, ça casse un petit peu ce binarisme en fait, simplement gauche-droite. Merci. Je nuancerais le fait que la décroissance c'est juste une nécessité scientifique. Je dis pas que c'est pas le cas, mais je pense que justement en fait c'est apparu au départ plutôt que justement comme un projet politique. Bon, certes il y a eu le rapport Meadows, etc., mais qui était en fait très vite ça a débouché sur quelque chose qui a agité un peu les milieux écologistes, etc. Donc je pense que très vite c'est mêlé des alertes scientifiques et un certain nombre de conséquences tirées de ces alertes. Et je pense que c'est ça en fait la caractéristique du mouvement, enfin de l'écologie politique. En fait, c'est ça. C'est le fait que c'est là qu'il y a une rupture avec d'autres idéologies préexistantes sur l'intérêt pour la nature, l'intérêt romantique qui est très ancien, etc. C'est qu'il y a une conscience, qu'il y a une crise globale, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas séparer le côté c'est une nécessité scientifique et le côté il y a des réponses politiques. Et en fait, là, voilà, ça c'est la première partie. Et ensuite, sur le positionnement droite-gauche de ça, en fait, moi je travaille assez peu vis-à-vis des concepts de droite et gauche. Je pense que c'est surtout des questions d'alliance politique, etc. Et de filiation et de voir d'où viennent tel ou tel type d'idéologie, de groupe politique, etc. Et c'est un peu le travail que j'ai essayé de faire. C'est, par exemple, ce groupe de la Nouvelle Droite, je pense qu'on fait lire à quelqu'un qui est pas forcément, qui est plutôt sensible aux idées de gauche, mais qui se rend pas forcément, enfin, qui est pas très intéressé par la théorie politique. Je pense que c'est des textes qui parfois pourront lui plaire, en fait. Et en fait, quand on fait ce travail un peu de détricotage, d'où viennent ces théories-là, quel type de société exactement est défendu par ces gens-là, on se rend compte qu'en fait, ils ont un projet extrêmement fasciste, en fait. Quand je dis fasciste, c'est juste que c'est vraiment des gens qui viennent d'organisations fondées par des anciens SS, etc. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas écarter ce point-là. Et certes, parfois, il peut y avoir des points d'accord justement sur des questions type décroissance. Quand on le réduit à justement une nécessité scientifique, on peut se dire, en fait, on est d'accord sur ce point-là, on peut peut-être collaborer ensemble. C'est ce qui se passe C'est comme ça que ces groupes prospèrent. Hein. Je citais la revue Limite, par exemple. Et en fait, je pense qu'elle est prospère pour cette raison-là. Elle met en avant un enjeu écologique sur lequel pourrait y avoir des bases communes entre des gens plutôt issus de la droite et de la gauche. En fait, on se rend compte vite, à mon avis, qu'il y a un certain nombre de clivages sur plein de questions. La revue Limite, comme je disais, c'est plutôt des gens qui sont issus de la Manif pour tous. Là, on l'a vu en fait avec ce qui s'est passé aux États-Unis à la Cour suprême. Qui a, alors je ne sais pas si le terme juridique s'est révoqué, je ne sais pas exactement, le droit à l'avortement au niveau fédéral et qu'il y a un certain nombre d'États qui ont pu interdire l'avortement. Mais en fait, les gens de cette revue, qui se disaient écologistes, qui collaboraient avec un certain nombre de gens plutôt progressistes, et ben en fait, ils ont approuvé en fait cette décision. Parce que finalement, c'est aussi ça leur conception de l'écologie, c'est une conception fondamentalement antiféministe. Voilà, c'est comme ça qu'elle est théorisée. Donc je pense que parfois on va un peu trop vite dans. Là, j'ai élargi un petit peu par rapport à tes questions, mais on va un peu trop vite dans certains rapprochements. C'est-à-dire qu'on dit si on est d'accord sur telle chose, voilà. Alors que je pense que justement l'écologie, l'irruption de l'écologie dans le champ politique, dans toutes les familles politiques, ça fragmente plutôt que ça rassemble en fait. C'est-à-dire que ça amène une nouvelle ligne de partage entre un nouvel enjeu à prendre en compte et qui fait exploser un peu les familles politiques traditionnelles.
Et donc ça va faire qu'au sein de la droite et au sein de la gauche, il y a des partis plutôt associés à ces camps-là. Il y a des gens qui peuvent s'intéresser à l'écologie sous l'angle de la décroissance. Mais je pense qu'en fait, c'est le seul point qui les rapproche. Donc c'est un nouveau point qui les rapproche, mais finalement, ils sont toujours différents sur tout le reste. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je répondrai. Mais je ne suis pas complètement stabilisé sur la question. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être encore traité. Voilà. Ma question, c'est un peu la suite de tout ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Donc oui, moi, je me demandais un peu comment on définit le fascisme. En fait, c'est quoi son essence ? Parce qu'on en parle, mais c'est pas le fascisme italien des années 20, c'est pas ça. Enfin, qu'est-ce que ça devient, voilà. Parce que là, on parle sans avoir bien défini ce terme-là. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'on a un peu mis de côté. Moi, en discutant avec des gens, des amis, en fait, je me suis aperçue que dans l'écologie, dans les discours sur l'écologie, il y avait une dimension patriote. Ça peut être un marqueur, en fait, des gens de droite. C'est toute la question du localisme, c'est on va relocaliser la production parce que et donc ce sera produit français. Et tout ce discours sur produire français, en fait, c'est aussi une savonnette, quoi. On peut trouver ça très bien pour des raisons écologiques, mais en fait, ça peut être très bien pour des raisons patriotes. Oui, voilà, de droite, quoi. Et donc, ma question, c'est quoi qui nous démarque fondamentalement, puisque, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui sont très glissantes, les clivages, ils sont très brouillés avec toutes ces idées. Et personnellement, moi, ce que je vois qui peut vraiment nous ancrer dans un projet qui serait progressiste, qui serait de gauche, moi je veux bien qu'on reprenne le terme, ça va être effectivement les questions de droit des femmes et tout ça, mais aussi la question de la production, de la place des travailleurs et aussi une interprétation vraiment matérialiste des choses. C'est-à-dire, si on applique des mesures écologiques, il faut qu'on pense aux conditions dans lesquelles elles sont appliquées. C'est-à-dire à qui ça s'adresse, qu'est-ce que ça implique matériellement. Est-ce que ça te semble un critère pertinent pour nous délimiter et réfléchir, un point de départ pour réfléchir entre nos idées et les idées fascistes? Attendez, je vais d'abord plutôt répondre à ta question sur la définition du fascisme, parce que c'est vrai que j'ai pas fait ça au début, c'est peut-être un problème, je suis désolé. C'est un sujet qui, d'un point de vue historiographique, est quand même très très discuté, donc c'est assez complexe d'avoir une définition consensuelle pour tout le monde. À mon avis, il faut le concevoir d'une manière assez dynamique, c'est-à-dire pas comme quelque chose de très fixe qui se reproduit dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura jamais le fascisme italien des années 30, 20-30 qui va arriver en France et se reproduire de la même manière, ou même en Italie. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je pense qu'il faut le concevoir d'une manière, moi j'utilise un mot un peu pompeux qui est trialectique, c'est peut-être pas un très bon mot, donc c'est-à-dire concevoir en trois termes. Le premier terme, c'est concevoir le fascisme comme une idéologie qui est basée sur une forme particulière de nationalisme qui revendique en fait le rassemblement de la nation et des différentes classes sociales, c'est-à-dire qu'elle se réconcilierait dans l'objectif suprême de la nation, c'est-à-dire que les bourgeois et les prolétaires, tout le monde ferait alliance pour que la nation soit de nouveau grande, etc. Comment ils feraient alliance? C'est notamment en rejetant toutes les personnes qui ne seraient pas de la même nationalité. Voilà, ça c'est, je dirais, l'idéologie fasciste, vraiment je dirais à peu près ça. Deuxième terme important, c'est concevoir le fascisme comme un mouvement politique. Concevoir le fascisme comme un mouvement politique, ça veut dire que c'est pas seulement des idées qui flottent en l'air, il y a des gens qui les incarnent, il y a des groupes politiques, et puis voilà, donc on en a cité quelques-uns.
Là, on arrive sur un autre type d'analyse qui voit plutôt le fascisme comme une réponse d'un certain nombre de groupes dominants dans la société, bourgeois et notamment, à un contexte de crise. Il y a un certain nombre d'analyses, par exemple, sur la montée du nazisme ou du fascisme italien qui les interprètent comme des réponses dans lesquelles les bourgeoisies de ces pays dans lesquelles elles se sont investies pour protéger leurs intérêts économiques dans un contexte de crise du capitalisme. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment on peut concevoir le fascisme comme un mouvement, donc quelque chose de très dynamique, évolutif, et qui n'est pas centré uniquement sur des idées, mais aussi des alliances d'intérêts entre des groupes qui peuvent avoir des visions du monde différentes, etc., mais qui s'allient dans un objectif commun. Puis ensuite, il y a une troisième forme du fascisme, qui est une forme plus historique que contemporaine, qui sont les régimes fascistes. Alors là, ça devient compliqué parce que en fonction de la définition de ces régimes-là qu'on adopte, mais ça peut être justement, là, on est plutôt sur une définition donc très historique sur les expériences passées. Moi, je connais surtout le fascisme italien et le nazisme allemand, mais dans le monde, il y a d'autres exemples que je connais moins. Peut-être qu'il y en a certains qui pourront nous compléter ça d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours revenir à ces trois dimensions-là. Pour ça, je vous propose un livre, si ça vous intéresse vraiment cette définition du fascisme. Il y a un livre qui s'appelle « La possibilité du fascisme » d'un sociologue qui s'appelle Ugo Paletta, qui est un livre très contemporain, où il essaye un peu de proposer une conception contemporaine du fascisme, assez restrictive, hein, vraiment. Il n'est pas du tout dans l'idée de dire que le fascisme est partout, etc. Il essaie vraiment de donner des critères assez précis sur ça. Voilà. Et donc c'est de lui que je reprends ce partage en trois dimensions, qui est assez courant en réalité. Et en fait, il faut bien voir que ces trois dimensions, elles interagissent entre elles. Alors, on va surtout dire les deux premières, donc le fascisme comme une idéologie et le fascisme comme un mouvement, c'est-à-dire en fonction des conditions politiques. Ça peut faire bouger certaines choses dans l'idéologie, puis ça peut se répercuter dans la façon dont les mouvements, les groupes fascistes se structurent, avec qui ils travaillent, avec qui ils font des alliances. Par exemple, je vais prendre l'enjeu écologique. Moi, je disais que les écofascistes, ils sont décroissants. C'est vrai d'un point de vue idéologique, pour le moment ils sont décroissants, mais les groupes écofascistes qui d'habitude ont le soutien de grands patrons, etc. Par exemple, si on prend l'exemple de Zemmour qui est financé par Bolloré, si jamais on avait un Zemmour qui devenait décroissant, il y a quelque chose qui coincerait dans comment, il aurait plus le soutien d'un patron du CAC 40 comme Bolloré. Donc ça, par exemple, c'est des limites de mon propre travail. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement. Pour l'instant, l'écofascisme, c'est surtout une idéologie. C'est assez minoritaire en termes de groupes concrets. Et je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Voilà. Donc, c'est pour montrer un peu comment ces différentes définitions du fascisme peuvent être utilisées pour identifier une situation actuelle. Voilà, ça c'est pour la définition du fascisme. Désolé, c'était un peu long. Et puis franchement, c'est compliqué. Moi, je suis pas historien du fascisme, donc j'ai essayé de faire avec les lectures que j'ai trouvées, etc. Mais c'est un sujet, c'est sûrement un des sujets en histoire les plus discutés en fait, quand même, définition du fascisme. Et globalement, personne n'est d'accord avec personne. Voilà. Ensuite, sur la dimension, je ne vais pas réutiliser le mot patriote, je vais plutôt revenir sur un autre terme que tu as utilisé, qui est le localisme. Je pense que c'est super que tu poses la question parce que c'est un point très important. Essayer de revenir à une échelle plus locale, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue production alimentaire, etc. C'est un lieu commun, je dirais, parmi les écologistes, et je pense qu'il y a des bonnes raisons à ça. Mais c'est aussi un lieu commun parmi les écofascistes en fait. Il y a un certain nombre de raisonnements qui défendent aussi l'échelle locale comme échelle idéale d'organisation des communautés écofascistes. Et donc là, ça va me permettre de donner un peu une différence entre les conceptions du local, entre écofascistes et écologistes plutôt intéressés par l'émancipation sociale.
je dirais que parmi les écologistes, classiquement, c'est plutôt des sociétés certes organisées à l'échelle locale, mais ouvertes en fait, organisées en fédérations, qui sont pas du tout fermées vers l'extérieur, qui peuvent faire des échanges, etc. Et puis qui sont organisées d'une manière très démocratique. C'est souvent en fait ce qui est revenu dans les utopies écologistes. De retour à la terre, etc. Il y a toujours cette dimension, essayer de s'organiser à une échelle plus de manière plus démocratique. Donc là, on est plutôt sur des... Donc voilà, on est plutôt là-dessus. Donc je pense que le côté démocratique est vraiment important parce que justement, les communautés locales écofascistes que défendent les idéologues que j'évoque, c'est des communautés très déjà autarciques, fermées. Ça c'est le premier critère, donc on revient sur le critère d'ouverture. Première grosse différence avec les communautés écologistes qu'on peut connaître plus classiquement. Autre critère, c'est l'organisation. On n'est pas du tout sur l'organisation. La société n'est pas du tout sur l'organisation démocratique. On est vraiment sur quelque chose de très autoritaire, patriarcal, puis raciste, parce que globalement c'est des communautés qui revendiquent une pureté raciale en fait, globalement entre blancs, et de repousser à l'extérieur toute personne non blanche. Voilà, donc ça c'est deux critères je pense très importants. Et en fait c'est là que c'est le genre de clivage qu'il faut mettre en évidence, du fait que certes on investit l'échelle locale dans ces deux tendances écologistes, donc écofascistes ou plutôt pour une écologie émancipatrice, mais en fait on en a des conceptions très différentes, et ça montre bien que il y a des conceptions différentes même de l'échelle locale, de ce que ça signifie, voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Je précise juste qu'il est un petit peu fait aux États-Unis ce travail, parce que eux ils ont beaucoup plus de groupes de communautés écofascistes qu'en France. C'est un mouvement, les mouvements écologistes aux États-Unis est quand même assez différent de la France, pas les mêmes bases politiques, etc. Et donc il y a des chercheurs et chercheuses qui ont travaillé justement sur ce qu'ils appellent le piège du local. Donc, le fait d'investir l'échelle locale de vertu de manière assez automatique parmi les écologistes. Voilà, donc c'est un travail qui est un peu fait, que j'essaye d'évoquer un petit peu, mais voilà, je pense qu'on peut prolonger ça. Et du coup, un point un peu d'actualité sur cette question du localisme, c'est le micro-parti qui gravite autour du Rassemblement national, qui a été créé il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense, par quelqu'un qui s'appelle Hervé Juvin, qui est un député européen du Rassemblement national, quelqu'un qui est un essayiste en fait, qui recycle un certain nombre de thèses de la nouvelle droite que j'ai beaucoup évoquées. Qui est médiocre, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment... c'est nul ce qu'il fait. C'est-à-dire même au sein de l'extrême droite, il n'est pas pris au sérieux parce que c'est un politique en fait, c'est pas un philosophe comme les autres, donc les philosophes le méprisent un peu. Bon, ça à la limite, voilà. C'est pas très important. Et donc lui, il a fondé un micro-parti, un truc un peu façade, qui s'appelle les localistes. Il l'a fondé avec un ancien de la France Insoumise qui s'appelle Andrea Cotarac, qui est passé au RN, je pense que c'était en 2017, peut-être au moment des législatives 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont fondé ce parti où ils défendent justement en fait ce que tu évoquais dans ta question, une conception très identitaire en fait du localisme. Et voilà, donc ça c'est peut-être vraiment le dernier critère, c'est le critère identitaire, le fait que je pense que l'échelle locale elle est plus facilement investie par des visions identitaires que par des visions émancipatrices. À mon avis, c'est plus facile pour eux de dire le local c'est chez nous et que chez nous, et voilà, je pense que c'est un ressort argumentatif facile pour eux, et qui sont en train d'investir via ce micro-parti, les localistes. Je précise quand même que c'est pas une tendance très influente au sein du Rassemblement national pour l'instant, mais elle existe, voilà. Et donc, c'est un peu difficile, je pense, de quantifier vraiment son influence, voilà. Mais c'est un thème qui existe de plus en plus. Et ma crainte personnelle, c'est que plus la crise écologique va devenir intense, plus on va ressentir ses effets en France, plus des blancs seront touchés, plus ces partis racistes en fait vont, je pense, intégrer cette question à leur analyse.
Alors, est-ce qu'ils vont le faire vraiment selon les doctrines que j'ai essayé de décrypter? Je sais pas, en fait. C'est un peu difficile à prévoir exactement quelle forme ça prendra. Moi, j'imagine quelque chose d'assez hybride. C'est-à-dire, on aurait un régime autoritaire à l'échelle nationale, mais qui ne serait pas forcément écologiste. Et puis on aurait justement ces communautés très autarciques, très autoritaires, très hiérarchiques, qui se développeraient sur le territoire, et peut-être que le pouvoir en place serait bienveillant vis-à-vis de ces communautés. Voilà, c'est un peu des formes hybrides comme ça que j'imagine qu'ils pourraient se développer. Moi, je ne crois pas à un régime écofasciste d'extrême droite à l'échelle vraiment étatique, etc. C'est pas quelque chose qui me semble... Pour moi, le risque écofasciste, il est plus, fragmenté que ça. Et voilà, c'est pas dans cette forme-là qu'il faut... je doute qu'il apparaisse de cette façon-là. Et ça pour répondre à la toute dernière question sur la question de la production. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà un peu évoqué, qui est la question de la décroissance. Ça rejoint aussi un petit peu ta question. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une nécessité scientifique de respecter les limites planétaires et donc de produire à l'échelle globale moins d'énergie, donc moins intervenir sur la matière, etc. Je pense que justement les conceptions politiques autogestionnaires, la décroissance que j'évoquais au début, elles avaient cette dimension centrée sur la question de la production. C'est des gens qui viennent globalement du marxisme, qui avaient vraiment une vision centrée plutôt sur la question de la production que celle de la consommation. Souvent on réduit les écologistes à des gens qui critiquent la surconsommation, mais en fait en France en particulier, il y a un concept que je pense que beaucoup de gens ont entendu, qui est celui de productivisme, qui est un concept très spécifique à l'écologie politique française, qui justement critique la production pour la production en fait. Donc je pense que il y avait toute une organisation, tout un discours autour de ça qui me semblait intéressant. Je pense qu'on peut revenir à ces choses-là qui se sont un petit peu diluées, alors plein de manières différentes. C'est-à-dire que le mouvement écologiste français, il a émergé dans un parti que tout le monde connaît, qui est Europe Écologie Les Verts, qui a déradicalisé son discours à mesure que le parti devenait de plus en plus institutionnel, de plus en plus d'élus, de plus en plus d'élus professionnels également. Et donc toutes ces sources assez radicales du mouvement écologiste se sont un petit peu atténuées via ce parti. Je pense qu'elles existent sous plein d'autres formes maintenant, peut-être un peu plus diluées que dans plein d'organisations différentes qui portent peut-être tout parti de ce type de revendication. Voilà, donc je suis d'accord avec la perspective que j'ai juste essayé de préciser un peu comment je la voyais. Mais moi, je me posais la question. Déjà, la question de la définition est très importante. Enfin, pour moi, ça m'a déjà éclairé de redéfinir un petit peu le fascisme. Et du coup, il y a l'autre partie, éco. Du coup, éco, c'est quoi? C'est écologie, écologiste. J'imagine c'est pas écologue. J'ai regardé rapidement écologiste, ce que ça voulait dire en fait, parce que je me suis posé la question. En fait, c'est soit un écologiste, c'est soit un militant, quelqu'un qui défend la nature, ou alors en fait ça peut aussi être utilisé apparemment pour dire un écologiste, ça peut être un scientifique en fait. Mais c'est plutôt un écologue en fait, le scientifique. Ma réflexion, elle se porte sur le fait que si un écologiste, c'est un militant, plutôt, sur cette définition, qui va protéger, défendre la nature, pour moi, automatiquement, il n'y a pas de domination de quelqu'un ou quelque chose sur... il n'y a pas une notion de domination, alors que dans la définition du fascisme que tu as fait, il y a la domination. Alors pas forcément de l'homme sur la nature, c'est vrai, c'est plutôt de l'homme sur d'autres hommes, mais il y a la domination. Et je vais m'arrêter là, et après j'aurai, je pense, une question quand même, mais du coup, est-il vraiment, si éco c'est écologiste,
pertinent, non mais j'ose pas dire le mot parce que c'est pas du tout le mot que je vais utiliser, mais je me pose la question d'associer finalement ces deux choses. Est-ce que ça a vraiment un sens? En fait, c'est comme de dire chaud-froid ou chaud-froid, ou alors c'est comme un peu une question un peu d'ordre quantique de la pensée, quoi. Enfin, ces deux états peuvent-ils coexister à la fois, ou direct on peut balayer d'un revers de la main et dire bah non, écologiste, fasciste, ça peut pas. Par contre, que des fascistes s'intéressent à des questions en lien avec l'écologie, en termes scientifiques du terme, l'écologie, bah bien sûr, moi ça ne me choque pas personnellement. Mais de faire, l'écologisme, un écologiste, oh, non, je vois pas. Donc, en fait, la question elle est là. Comment tu vois j'ai pas de question, mais je pense qu'il y a une question. Merci. Je vais revenir justement sur qu'est-ce qu'on peut appeler ou non écologiste. Enfin, moi, je verrouille pas ça. Je vais juste proposer ma conception des choses. Je pense que justement, ce qu'on appelle écologisme, en général, c'est pas forcément. On peut pas uniquement définir ça par protéger la nature. Bon, déjà, il y a plein de choses, plein de raisons à ça, parce que c'est très sectoriel comme vision des choses. Et globalement, en fait, ce qui importe, c'est de voir protéger la nature contre quoi et contre quel type de destruction. Et c'est là, en fait, qu'il y a des choses qui varient beaucoup entre écologistes, que moi je dessine comme plutôt du côté de l'émancipation, et écologistes qui défendent une conception fasciste. C'est-à-dire qu'ils ont des conceptions différentes de la crise écologique et donc de la destruction de la nature. Moi, j'utilise pas beaucoup le terme de nature, mais je vais reprendre un peu ces termes-là pour répondre. Pour les écologistes, je dirais plutôt du camp de l'émancipation, c'est une question justement de domination sociale. Les ravages écologiques sont liés, alors il y a plein de théories concurrentes, etc., mais ça peut être notamment le capitalisme, mais en fait tous les systèmes de domination, il y a notamment, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui connaissent, on est invité par l'UCL, donc je vais le citer, c'est Murray Bookchin, qui est donc qui est le théoricien de l'écologie sociale, et lui il considère que la domination humaine sur la nature est le résultat des dominations entre humains. Voilà, donc à mon avis c'est une théorie qui est vraiment j'allais dire éclairante, c'est pas forcément un jugement, mais c'est qui montre bien comment cette destruction de la nature, en fait, d'où elle vient, de quelles racines, etc. Ça, ce serait la conception émancipatrice. Je dirais que globalement, c'est assez partagé au sein des courants écologistes et émancipateurs. Alors, plus ou moins, il y en a certains qui vont être plus en avant le capitalisme, d'autres, comme par exemple le mouvement écoféministe, met plutôt en avant la domination patriarcale comme à la source de la crise écologique. Je raccourcis beaucoup là. Et chez les écofascistes, c'est pareil, ils déplorent la destruction de la nature. Donc là, on pourrait voir une similitude de type écologiste. Mais en fait, eux, ils ont un récit très différent, une conception très différente de pourquoi la nature est détruite. Et eux, c'est principalement parce que ce qu'ils considèrent comme une organisation naturelle de la société, très hiérarchique, selon les critères de classe, de race et de genre, en fait, si jamais on va contre ces hiérarchies sociales jugées naturelles, et ben là, on crée un déséquilibre d'ordre écologique. Voilà. C'est comme ça qu'il l'avance. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi le fait de revendiquer l'égalité ne serait pas écologique, mais c'est leur conception en fait de la chose. Donc c'est comme ça, à mon avis, c'est plutôt sur les sources de la crise écologique qu'il faut essayer de voir pourquoi ils sont, enfin les sources imaginées de la crise écologique dans chacun de ces courants, qu'il faut voir leur caractère écologiste ou non. Et je précise ça parce que cette question des causes de la crise écologique, à mon avis, c'est plus. Allez, si on dézoome un peu, c'est vraiment ça qui permet de définir ce qui est écologiste et ce qui ne l'est pas. Donc, est-ce qu'on cherche à identifier les causes de la crise écologique ou simplement à traiter les symptômes? Il y a une distinction assez courante qui est faite par un certain nombre de penseurs et de penseuses, qui est la distinction entre écologisme et environnementalisme. Écologisme, c'est vraiment, il y a vraiment cette identification des causes et cette volonté de traiter
les causes structurelles de la crise écologique, alors que l'environnementalisme serait plutôt centré sur la correction des effets, des aménagements mineurs sans remettre en cause une organisation plus globale de la société. Et donc de ce point de vue-là, si on reprend cette définition assez théorique, je pense que les écofascistes sont bien écologistes au sens où eux, ils veulent revenir à une société passée, une organisation très hiérarchique, etc. de la société, pour résoudre la crise écologique. Donc ils veulent bouleverser quand même, ils identifient vraiment des causes profondes de la crise écologique et ils veulent renverser la société actuelle. Voilà, donc je pense que j'essaie de répondre à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. C'est bien écologiste, non écofasciste. Oui. Écologiste, c'est pas écologiste. Non, c'est vraiment écologiste parce que justement il y a cette dimension, cette recherche des causes. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de répondre sur un aspect, et il y a quelque chose que j'ai assez peu évoqué. Je vais revenir justement sur écologie aux sciences scientifiques. Donc c'est un champ de recherche qui travaille sur le fonctionnement des écosystèmes. On va aller très simple. Je ne suis pas spécialiste d'écologie scientifique. Et en fait, il y a un certain nombre de concepts sur la stabilité des écosystèmes. Le fait que, à l'échelle locale, un écosystème est stable parce qu'il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas de perturbation extérieure, donc c'est-à-dire une espèce qui vient d'ailleurs, que ce soit une espèce végétale ou animale, en fait, l'écosystème à l'échelle locale reste stable. Ça, c'est des théories d'écologie scientifique assez anciennes, qui datent plutôt des années 30, on va dire, et qui, en fait, ont fait l'objet d'une relecture politique par les écofascistes, au sens où ils ont appliqué ces théories-là sur les humains. Ils ont considéré que les humains, ils faisaient partie d'écosystèmes locaux, et si jamais on importait c'est très déshumanisant comme terme, mais si jamais des humains venus d'ailleurs en fait arrivaient dans cet écosystème local, ils allaient tout renverser et tout déséquilibrer. Et donc c'est une lecture très écologique au sens justement scientifique, mais appliquée aux humains des mouvements de population, et donc ça fonde notamment un rejet radical de l'immigration basé sur des théories supposément écologiques. Donc en fait, il s'appuie quand même aussi, je tenais à faire la précision parce qu'il s'appuie beaucoup sur des théories d'inspiration scientifique, mais qui n'existent plus depuis assez longtemps. On ne parle plus trop en termes de stabilité, si j'ai bien compris, en termes de stabilité des écosystèmes, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Maintenant, on fait des évaluations, on regarde, on voit bien que tous les écosystèmes sont connectés les uns aux autres, etc., comme les sociétés humaines, en fait, qu'il y a des circulations très complexes, et que c'est étudier un écosystème à une échelle très locale, en fait, c'est quelque chose qui a été utile dans l'étude des écosystèmes pendant un moment, mais maintenant, on a beaucoup complexifié la vision de tout ça. Sauf que pour les écofascistes, c'est très pratique de voir les sociétés humaines comme des petites sociétés locales qu'il ne faudrait pas perturber, etc. Ça sert en fait leurs idées qui viennent d'ailleurs, qui sont plus anciennes dans ce type de mouvement-là. Voilà. Je voudrais un peu commenter certaines idées qui ont été exposées et après te poser une question. Donc en fait, d'après tout ce que tu nous expliques, je trouve que moi, tel que je le comprends, c'est justement très important pour les écologistes de gauche de en fait reclarifier les clivages qu'il existe entre nous, écologistes de gauche, et les écologistes de droite, voire d'extrême droite. Et qu'en fait, justement... je pense que c'est une erreur de se dire que le clivage gauche-droite n'aurait pas de sens en tant que personnes qui défendent l'écologie, parce qu'à l'origine, les gens de gauche étaient également productivistes et donc pas écolos, et qu'en fait, l'écologie serait quelque chose qui serait venu s'ajouter à ça en dehors en fait, du clivage binaire gauche-droite. Et je pense que le clivage gauche-droite, il existe toujours, et que c'est une erreur de notre part de vouloir le masquer, et que ça sert plutôt les gens au pouvoir ou les gens d'extrême droite. Et donc aussi, tel que je vois les choses, même dans la conceptualisation en fait, de ce que c'est l'écologie et de comment on pourrait faire une nouvelle société plus écologiste et dépasser notre société actuelle. Donc en fait... Les gens de gauche de l'écologie, ils vont plutôt réfléchir à, comme tu l'as expliqué, repartir de nos besoins concrets, comment on va réussir
reprendre la main sur le système de production et pour répondre aux besoins de tout le monde dans le groupe et pas produire en fait pour des raisons de profit ou autres. Et donc ça c'est un peu la question telle que je pense que c'est dans une tradition philosophique aussi plus de réfléchir les choses comme on est des humains, on vit ensemble et on va se donner nos propres règles et réfléchir à comment on va vivre ensemble, comment on va produire ensemble. Et que c'est différent aussi philosophiquement, je pense, par rapport à la vision que peuvent avoir les écologistes de droite, c'est pas nous-mêmes qui nous donnons nos règles, mais nos règles viennent d'une puissance supérieure. Et donc avant, ça pouvait être Dieu, mais en fait... depuis les philosophies libérales du XVIIIe siècle, la nature a remplacé Dieu un petit peu. Et il y a eu justement toute une réflexion sur quelles sont les lois naturelles et où la science servait plutôt à pas seulement à être descriptive comme nous on peut voir la science en fait qui va juste décrire l'état des choses et ensuite mais vraiment être prescriptive, c'est-à-dire dire si c'est comme ça dans la nature ou dans tel système, il y a telle loi physique qui existe ou telle loi dans un écosystème, en fait, c'est une loi naturelle qu'on doit appliquer aux sociétés humaines. Et en fait, où la science devient prescriptive et pas simplement descriptive. Et je pense que ça, c'est par exemple une limite qui peut exister entre la façon dont nous, on peut percevoir l'écologie et comment des gens de droite et d'extrême droite peuvent chercher à se servir de l'écologie pour appuyer, eux, ce qu'ils veulent faire et la société qu'ils veulent amener. Et donc après, moi je comprends qu'on puisse avoir du mal et à trouver ça pas logique de vouloir protéger la nature tout en continuant à prôner un système de domination de certains sur le groupe, etc. Mais je pense que pour des gens d'extrême droite, c'est très logique parce que c'est eux, la vision de la nature, c'est ça qu'ils l'ont en fait. Ils pensent que l'homme est un loup pour l'homme, que voilà, il y a des espèces supérieures, que dans chaque espèce, il y a des individus supérieurs qui doivent mener le groupe, etc. Et ils pensent que la nature est comme ça et les hommes, nos sociétés doivent fonctionner comme ça puisque la nature est comme ça. Et en gros, voilà. Et puis après, sur le truc un peu aussi de... Il n'y a pas que l'extrême droite aussi que ça sert, je pense, de un peu effacer le clivage gauche-droite, et puis sur l'écologie, justement, de penser que chaque individu, on est également responsable de la crise écologique. Ça sert aussi beaucoup les libéraux, et en fait, et justement de pointer le problème de la consommation plutôt que de réfléchir à comment organiser notre système de production. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose à clarifier, je pense, quand on fait de l'écologie et qu'on souhaite... plus de justice sociale et de justice écologique. Et donc moi j'avais une question, est-ce que... Ouais, ça marche. Ça me permet de rebondir un peu un truc que tu avais dit, justement sur la conception de l'écologie. Moi je disais que je n'utilisais pas trop le concept de nature, en fait ça vient ça boucle beaucoup avec ce que tu dis. Si on considère l'écologie comme une destruction de la nature, en fait, c'est quelque chose de très global, très homogénéisant. La nature comme ensemble des écosystèmes, comme ensemble des environnements, des sociétés humaines, etc. Et je trouve que ça lisse beaucoup les impacts, mais en fait, ça lisse les impacts, mais ça lisse aussi les responsabilités. C'est-à-dire qu'on considère que c'est l'humanité en général qui détruit la nature. Voilà. En fait, c'est des raisonnements assez abstraits, finalement, je trouve, de réfléchir justement autour de cette idée de nature. On pourrait en avoir d'autres conceptions de type c'est le capitalisme qui détruit la nature, mais ça reste toujours des choses assez désincarnées en fait. Je pense que c'est intéressant de revenir à des échelles plus concrètes, de décrire précisément, et le terme de nature il est trop vaste, trop englobant pour tout ça, je pense. C'était juste en complément de ce que tu dis. Du coup, ma question, c'était un petit peu aussi sur est-ce que dans ton livre ou dans tes recherches, tu as pu aussi croiser ces réflexions avec le fait qu'on utilise un peu aussi l'écologie maintenant pour continuer à faire des projets, on va dire, de type colonial ou impérialiste, au nom de la protection justement de la nature et des environnements. Est-ce que ça, un peu, tu l'as étudié ou pas du tout, ou c'est quelque chose sur lequel tu appelles le temps ? Je l'ai étudié dans d'autres cadres et je ne l'ai pas intégré là. Notamment tout ce qui est la construction des parcs nationaux, des réserves naturelles. Il y a une dimension très coloniale là-dedans.
notamment dans des pays sous domination coloniale, en Afrique beaucoup, mais aussi en fait aux États-Unis, quand les États-Unis c'est le premier pays qui ont instauré des parcs nationaux, et en fait en gros ils ont tué et chassé des populations autochtones en fait de leur territoire pour créer ces réserves naturelles supposées vierges, alors qu'en fait il y a des humains qui habitaient là depuis je vais pas dire centaines de milliers d'années, je vais dire plutôt dizaines de milliers d'années pour être un peu plus prudent. Et voilà, donc c'est quelque chose de très important, je pense, dans la pensée écologique. Je disais qu'il y a des différences entre la pensée écologiste française et américaine. Aux États-Unis, il y a beaucoup quelque chose autour de la nature vierge qu'il faut protéger, etc. Et qui est en fait très lié, enfin, qui invisibilise toute cette part coloniale et presque génocidaire, hein. Il y a des historiens qui utilisent le terme de cette conception de la nature américaine. On parle souvent, par exemple à la télé, etc., des grands espaces américains, c'est beau, tout ça, etc. C'est des espaces vierges et tout, mais il y a un certain nombre de ces espaces vierges où en fait il y avait des gens qui habitaient et puis qu'en fait on les a tués ou déplacés pour justement créer des réserves naturelles. Donc voilà, c'était juste pour préciser ce que tu disais. Et je ne l'ai pas intégré, c'est probablement un problème. Je ne sais pas à quel point c'est lié aux thèses écofascistes, c'est-à-dire que cette défense des réserves naturelles, etc., ça existe. J'ai pas trop trouvé ça chez les auteurs écofascistes. Quelqu'un m'avait posé la question une autre fois de justement comment on aurait pu l'intégrer. Dans les analyses du fascisme traditionnel, il y a toute une part liée justement au colonialisme, à l'impérialisme, et ça aurait peut-être été un moyen de l'intégrer. Voilà, donc c'est une piste, je pense, à prolonger. Voilà. Moi je précise, ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé au début. Moi je travaille surtout sur des auteurs français en fait, et je pense qu'on aurait des choses très différentes si on travaillait sur des auteurs écofascistes américains. Qui sont un peu moins, comment dire, il y a moins d'intellectuels un peu investis là-dedans, donc ça serait un travail un peu différent. Mais voilà, ça pourrait être, je pense que ça serait une piste très intéressante à creuser. Je voulais essayer de compléter la question précédemment posée en disant qu'elle pouvait se poser aussi dans l'autre sens, à savoir que j'entends de plus en plus des gens dits de gauche adhérer au discours écologiste catastrophiste qui construisent de plus en plus leur théorie là-dessus, alors qu'ils se déclaraient de gauche pendant des années, alors que leurs ouvrages et leurs travaux allaient dans ce sens-là. Si je prends des anciens députés comme Yves Cochet, dont certains ont pu m'entendre parler, ou récemment élus comme Eva Sass de la NUPS typiquement, qui si on les écoute partait de constats qu'on aurait pu tous partager, mais qui peu à peu se sont recroquevillés sur l'éclairage à la bougie, ou la tentation de faire croire que finalement on pouvait régler les problèmes écologiques, climatiques notamment, qu'à l'échelle individuelle, et qui donc en ont une vision catastrophique. Donc comment expliquer comment dire que ce basculement en fait il va aussi dans l'autre sens, quoi, alors que c'était des gens, encore une fois, dits de gauche pendant longtemps et qui ont dévié vers une conception, je sais pas quoi, à rebours de ce qu'on aurait pu en entendre ou en attend. J'ai pas d'explication trop à apporter à ta question, mais je suis d'accord sur le constat.
En fait, je pense que ça, voilà, c'est un des effets justement de ce mouvement qu'on a appelé la collapsologie, toutes les thèses sur l'effondrement, c'est que des gens qui avaient un discours écologiste plutôt porté justement sur des questions très politiques à l'échelle collective, je sais pas si c'est je vais pas entrer dans les trucs très psychologiques, mais ça se trouve ça les a vraiment choqués. C'est peut-être ça la source. Voilà. Parce que globalement c'est quelque chose d'assez courant de vivre la prise de conscience de cette fameuse théorie de l'effondrement comme un choc psychologique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses psychologiques justement d'acceptation de l'effondrement écologique à venir, etc. Donc peut-être qu'en fait c'est des gens qui sont passés par là. Voilà, je sais pas, faudrait peut-être faire une enquête spécifiquement sur ces gens-là. Mais voilà. Je pense que là tu as cité 2 figures qui sont particulièrement représentatives. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est plus diffusé dans plein de milieux écologistes, quoi. Ce qui vient d'être dit, en fait, là, toujours pour essayer de trouver comment est-ce qu'on peut se démarquer et qu'on ait des repères assez clairs, en écoutant Madame qui est en jaune, je me disais que ça peut être... parce qu'on a une explication, nous on essaie de trouver une explication par des mécanismes sociaux et donc selon moi c'est une conception matérialiste de ce qui peut se passer et donc on s'oppose à une conception par l'essence. C'est peut-être ça qui peut nous différencier vraiment. Et donc après, il y a une dimension collective des actions. Et ça, c'est un peu ce que dit monsieur juste avant. Et puis pour poursuivre sur la dimension néocolonialiste, il y a aussi le danger de trouver des solutions d'énergie. Par exemple, il y a des projets d'espèces d'immenses centrales solaires au Maroc, par exemple. Donc on couvre le Sahara de panneaux solaires. Puis après, tout est évidemment expédié en Europe et ne profite pas du tout au Maroc. Donc ça, c'est aussi un danger. Il faut aussi en prendre conscience quand on parle de solutions d'énergie non émettrice de CO2. C'est que ça peut conduire, si on ne prend pas garde à tout ça, au fait qu'on continue d'être anticolonialiste, et ça peut conduire à ce genre de solutions. Merci. D'abord sur le type de raisonnement, type d'explication des événements, je pense que tu as tout à fait raison, le fait qu'il faut, je pense, opposer une lecture matérialiste sur des questions d'organisation sociale, de structure sociale, de rapport entre individus, notamment dans la production, mais pas uniquement, en fait, dans toutes les sphères de la vie. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut revenir constamment. Et je pense que non seulement il y a une conception, une vision du monde centrée sur l'essence chez les écofascistes, mais ça va plus loin que l'essence. À mon avis, il y a un côté très ésotérique en fait. C'est quelque chose que j'ai pas trop évoqué, mais qu'on retrouve globalement dans quelque chose qui peut parcourir les mouvements fascistes classiques. Et c'est particulièrement vrai chez les écofascistes parce que, comme ils ont une vision très romantique des sociétés passées, de leur rapport idéalisé à la nature, etc. Et en fait, ils vont essayer de trouver des filiations ésotériques de ces sociétés, des origines anciennes, etc. Par exemple, il y a une théorie très importante qui existait bien avant, qui s'appelle le nordicisme. C'est en gros une théorie qui postule que tous les humains ne viendraient pas du même point d'origine et que en gros les blancs seraient originaires du pôle Nord tandis que tout le reste de l'humanité serait originaire, en fait ils s'en foutent du ailleurs à la limite, ça c'est quelque chose c'est à la fois une théorie pseudo-scientifique qui existe dans certains milieux d'extrême droite américains, mais c'est aussi un truc, en fait à la limite ils s'en fichent, en fait c'est vrai en fait. Ils sont vraiment dans le truc, c'est notre mythe à nous, nous blancs on vient du pôle Nord, et voilà, c'est assez incroyable, mais c'est quand même une partie de l'extrême droite qui raisonne comme ça, et du coup ça fonde un autre argument qui est qu'il y a incompatibilité entre les blancs et
et les autres races, parce qu'il parle en termes de race. Voilà, donc je pense que vraiment, en fait, le côté ésotérique qu'on peut retrouver parfois au sein de l'extrême droite, chez les écofascistes, c'est vraiment quelque chose d'assez central en fait. Voilà. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve plus largement dans les discours écologistes, hein, la question de l'ésotérisme, etc. Mais en fait, c'est pareil au sein de l'extrême droite. L'ésotérisme est encore plus fort sur la question écologique, quoi. Bonjour, j'aurais une question concernant le traitement du Covid, enfin le traitement écologique du Covid. On a observé, par exemple, durant les manifestations anti-pass ici à Orléans, mais de manière générale partout en France, une combinaison de plusieurs mouvements, des mouvements, évidemment l'extrême droite catholique et identitaire, qui allaient jusqu'à nier le Covid, d'autres qui disaient que c'était un bien, d'autres que c'était pas très grave, mais aussi des sphères plus venant de la gauche, soit déjà très tombées dans des sphères très naturopathes ou très ésotériques ou très pseudo-médicales. Et on a vu donc ces deux mouvements manifester ensemble. Dans le livre, n'est pas beaucoup traité le sujet du Covid. D'ailleurs, d'abord pourquoi, et ensuite, est-ce que vous analysez la manière dont les différents sous-champs politiques traite le Covid comme étant quelque chose qui peut mener vers une forme d'écofascisme, étant donné que ceux qui considèrent que le virus est un bienfait, c'est comme une conception très très eugéniste, malheur aux faibles, voire même une bénédiction de pouvoir éliminer les faibles, je cite. Et donc voilà, j'aimerais savoir comment vous analysez ce mouvement et comment vous le traitez par rapport à votre livre. Effectivement, le Covid n'apparaît pas dans le livre, alors que en fait, avec mon éditeur, on est sur un processus de publication très 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 court, ce qui est un petit peu extrême d'ailleurs. Dire que le projet de livre il a démarré mi-novembre dernier, pour une sortie donc le 13 mai dernier. Et donc en fait, on aurait pu intégrer le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été écrites sur le sujet. Moi-même, j'avais déjà écrit pas mal sur le sujet, je crois que je l'ai dit au début. Et donc voilà, pourquoi on ne l'a pas intégré ? Il y a plusieurs enjeux, c'est que en fait on était assez clair sur ce qu'on aurait voulu mettre dedans, et je vais y revenir juste après, mais simplement on ne savait pas trop comment la situation allait évoluer. L'idée du livre c'était de revenir plutôt sur les théories, leur construction, etc. Un peu moins sur leur actualité vraiment récente. Voilà. Mais on s'est quand même beaucoup posé la question. Pendant longtemps, c'était dans le plan. Il y avait un truc sur le Covid. Parce que moi, je considère, sans ambiguïté, que il y a eu une forme de fascisation de l'écologie via les réactions au Covid. Moi, j'avais écrit donc plusieurs articles. J'avais écrit un notamment sur la vision de la pandémie comme une vengeance de la nature, qui amener plein d'idées, notamment l'idée que la pandémie serait méritée pour l'humanité, mais l'humanité de manière globale, alors qu'on sait bien que les impacts sont très différenciés en fonction de plein de critères que tu as cités un petit peu. Voilà, donc par exemple, ça c'est un type de discours qui effectivement peut faire basculer certaines personnes vers certains groupes. Qui ont une conception fasciste de l'écologie. Ça, on est plutôt dans le registre des récits de la pandémie. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai travaillé. Mais pour citer quelque chose que tu évoquais, c'est par exemple tout ce qui est pseudo-médecine, etc. Là, on est sur une autre forme de fascisation de l'écologie que celle du récit de la pandémie. On est plutôt sur le rejet général, justement. Moi, j'avais évoqué la modernité, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est le rejet, par exemple, de la médecine moderne dans sa globalité. Des raisonnements comme ça assez globaux pour des raisons assez diverses. Il y a ceux qui sont il faut se soigner par la nature. Il y a ceux qui vont dire que la médecine c'est une discipline occidentale qui a plein de défauts, et on peut faire plein de critiques au système de santé par exemple, mais justement à chaque fois essayer de trouver la nuance. Moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses très très positives en fait dans le système actuel, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a des limites, et ça ne veut pas dire qu'il peut y en avoir plein. Et en fait voilà, je pense que c'est toujours ça, c'est ce côté
assez binaire en fait. Enfin, j'aime pas dire ça fait un peu le centriste de dire il faut pas être binaire, machin. Mais je pense que sur un certain nombre de choses, en fait, on peut pas avoir une approche quand on a des situations très ambivalentes à analyser. En fait, il faut être capable de prendre en charge cette ambivalence. Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il n'y a aucune ambivalence. Par exemple, pour moi, le capitalisme, c'est un rapport d'exploitation. Enfin, c'est un rapport social basé sur l'exploitation d'une classe par une autre. Là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Alors que dire la santé moderne, pour moi, ça dépend de ce qu'on veut dire. Est-ce que on considère par exemple la vaccination, ou est-ce qu'on considère par exemple quelque chose qui, à mon avis, relève un peu de ça, c'est la gestion managériale de l'hôpital public. Donc pour moi, les deux, c'est la santé moderne. Enfin, on peut regrouper ça sous cette appellation. Il y en a un, la vaccination, auquel j'adhère à 100%, et un que je rejette à 100%. Et je pense que il y a un peu une confusion avec des mots d'ordre et des concepts assez englobants comme ça sur un certain nombre de choses, et qui ont pu faire basculer. Et je pense que il y a un côté quand même assez convaincant en fait des fois de ces discours-là qui paraissent assez tranchés et qui peuvent convaincre des gens assez facilement. Voilà, j'ai pas spécialement de réponse sur comment on lutte contre ça, voilà. Mais c'était pour prolonger un peu ce que tu disais. Ouais. Ah oui, juste peut-être un truc aussi. Il y a du coup pas mal le terme écofascisme, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont vu apparaître justement pendant le Covid, depuis que la pandémie a démarré, parce que il y a un certain nombre d'analyses qui ont justement ont mis en avant que certaines lectures du Covid et de cette pandémie, de ses origines ou de la façon de la résoudre étaient écofascistes. Donc je pense que aussi, moi je m'ai intéressé au concept avant, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a motivé à vraiment me centrer sur ça. Donc c'est d'autant plus paradoxal que je ne l'ai pas intégré, mais c'est aussi ce contexte-là qui m'a fait réfléchir un peu comme vous en fait. Du coup, ma question se situait au niveau celle du niveau, quand on va dire les partis réactionnaires posent le débat de l'écologie au sujet de la population. Est-ce que c'est pas, on va dire, une sorte d'inversion des responsabilités, au sens où on va responsabiliser on va dire les populations dominées, et on déresponsabilise les responsabilités, on va dire, historiques des dominants. Après, l'autre question, c'était sur, par exemple, dans le récit réactionnaire, notamment de figures médiatiques réactionnaires, ils disent que originellement l'écologie serait de droite. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Sur ta première question, j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis assez d'accord sur le fait que les discours sur la surpopulation fonctionnent beaucoup par je dirais pas forcément inversion des responsabilités, même si c'est l'effet. Mais en fait, eux, leur stratégie, c'est plutôt de lisser, mais du coup, de lisser toutes les responsabilités en parlant de l'humanité en général. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est que, comment dire, en fait, ils ont bien conscience qu'il y a un problème de mode de vie, notamment occidental, enfin notamment, pas notamment, essentiellement occidental, parce que, en fait, quand on les écoute, ils vont dire, on ne peut pas vivre à 10 milliards, par exemple, avec notre mode de vie. Sauf que dans leur raisonnement, quand ils disent ça, en fait, tout est déjà là, en fait. C'est-à-dire, eux, ils disent, leur réponse, c'est il faut se centrer sur la taille de la population, alors qu'il y a un autre bout de la phrase, quoi. Il y a aussi mode de vie dans la phrase. Hier, j'étais à Nantes, on présentait le livre aussi. On avait mis un extrait de Jean-Marc Jancovici, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Et il dit exactement ça, en fait. Lui, il dit, on ne peut pas vivre à 10 milliards avec notre mode de vie. Et hop, et après il passe sur la population. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un cadrage médiatique très fort là-dessus. Voilà. Et oui, et voilà, donc après ça aboutit à ce que tu disais. Et ensuite, sur le fait que l'écologie serait de droite, plus précisément ce qu'ils disent, c'est
donc là j'ai élargi un tout petit peu, c'est que l'écologie serait conservatrice. C'est vraiment le terme clé. Et en fait, c'est basé sur le fait que l'enjeu écologique, ce serait de conserver des conditions de vie habitables pour toutes et tous sur l'ensemble de la planète, etc. Donc pour moi, c'est pas très fondé, c'est juste qu'il y a une vision analogue des choses. Il y a l'idée de conserver une situation, mais je pense que c'est une forme de récupération un peu facile. Mais je pense pas que c'est pensé en termes de récupération. Je dis pas que c'est malhonnête ou quoi, c'est juste que je trouve ça assez futile en fait. Mais c'est pratique pour eux, mais voilà. J'ai l'impression que dans les discours écologiques qui tendent à qui laissent la part à la pente glissante au fascisme, il y a l'opposition entre le corrompu et l'authentique qui revient beaucoup. Il me semble que c'est quelque chose qui existe dans les théories fascistes originelles, on va dire. Et est-ce que face à la crise écologique, c'est pas aussi une façon de se réfugier, de se mettre du bon côté à peu de frais? Et est-ce qu'il n'y a pas une partie du succès qui vient de là? Je sais pas trop, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'on retrouve ta question initiale sur l'anti-intellectualisme. Ouais, je sais pas, j'ai pas spécialement travaillé là-dessus, j'avoue, donc voilà, je trouve ça intéressant, tout ce qui est les trucs sur le bon sens paysan, ou des trucs qu'on retrouve, un slogan pétainiste important de type la terre ne ment pas, par exemple, et que des fois on retrouve presque texto en fait chez des groupes écologistes censés être émancipateurs qui défendent un retour à la terre, etc. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, il faut pas défendre une autre forme d'agriculture, etc. C'est juste que des fois on entend des trucs un peu étranges, enfin même plus qu'étranges, assez dangereux quoi. Voilà, donc mais ouais, je sais pas exactement d'où vient cette tentation en fait, mais je suis d'accord avec toi le fait qu'elle est très présente. Moi, c'est simple, je comprends pas par exemple quand on parlait de l'effondrement tout à l'heure, je vois pas le lien avec le fascisme. Selon la définition que tu en as faite. Le fascisme en tant qu'idéologie, un truc important de ce que j'avais dit, donc il faut que la communauté nationale se rassemble, etc. C'est parce qu'il y a cette idée de déclin qui est vraiment redoutée, déclin de la nation, etc. Et en gros, l'effondrement, c'est une forme de déclin particulièrement abrupt, etc. Donc on peut le lire de cette manière-là. Donc ça, c'est une première manière de faire le lien. L'autre manière, c'est plutôt dans le type de réponses qui sont apportées justement aux théories de l'effondrement. Le fait de entrer dans une démarche survivaliste à l'échelle individuelle, etc. Bon, les pratiques, c'est pas des pratiques fascistes en soi parce que c'est assez nouveau, les pratiques survivalistes vraiment au sens écologique, etc. Par contre, on voit qu'après, c'est des gens qui gravitent. En fait, c'est des gens qui utilisent un peu les thèses que j'évoque pour justifier un certain nombre de leurs actions. Par exemple, il y a un mois et demi à peu près, il y a eu 2 attentats aux États-Unis, 2 attentats de suprémacistes blancs. Il y en a eu un en particulier, celui à Buffalo, j'ai oublié le nom du type, où le gars s'est revendiqué écofasciste en fait. Et donc je dirais pas que les pratiques survivalistes en soi, elles sont issues des groupes fascistes, etc. Vu que c'est très individualiste, il y a moins cette dimension d'organisation collective, etc. Mais voilà, ils justifient un certain nombre de... Là en particulier, ce gars-là, et un autre qui avait fait, Brenton Tarrant, qui avait fait les attentats à Christchurch en 2019, donc des attentats contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, qui pareil s'était revendiqué écofasciste. Donc ces 2 terroristes-là ont mis en avant un certain nombre d'idées comme le grand remplacement et surtout les impacts écologiques du grand remplacement, c'est comme ça qu'eux désignent le problème écologique en fait, voilà, pour eux c'est ça la source de la crise écologique, donc c'est pour ça qu'ils souhaitaient supprimer des personnes racisées dans ces 2 cas-là. Voilà, donc c'est comme ça le lien avec l'effondrement. Mais je pense que justement c'est pas le lien le plus direct, c'est pour ça que je l'ai plutôt placé dans ce que je désignais comme fascisation de l'écologie, c'est-à-dire que c'est une pente glissante qui existe, mais c'est pas un concept qui aboutit
très directement à une conception fasciste de l'écologie. Il y a un certain nombre de médiations, etc., avec d'autres influences. Ça m'a de préciser quelque chose d'ailleurs d'important dans ma démarche à moi. C'est que je pense qu'on a tendance souvent à considérer les gens comme idéologiquement purs. C'est-à-dire que les fascistes, ils seraient juste écofascistes, quoi. Ou alors, en fait, je pense que justement, ils ont plein d'influences, en fait. Et c'est, à mon avis, un peu ce qui s'est passé avec le renouvellement, l'écologisation du fascisme. C'est que là, un auteur dont j'ai parlé, Alain de Benoît, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, en fait, des auteurs de gauche, écologistes de gauche, qui s'en est beaucoup inspiré, en fait. Et il a hybridé ces intérêts-là avec sa formation fasciste initiale. Il l'assume tout à fait, hein. Il y a des textes, des interviews, d'ailleurs des interviews dans des médias importants, hein, au Figaro, choses comme ça, où il explique un petit peu sa stratégie, où justement il agrège différentes conceptions de l'écologie. Et je pense qu'il faut voir la même chose en fait dans nos milieux, c'est-à-dire que les gens qui sont justement sur des positionnements un peu ambigus, que ce soit sur le Covid par exemple, ou sur... en fait, souvent c'est qu'ils sont certes influencés par des théories écologistes plutôt émancipatrices, mais qu'ils sont aussi influencés par d'autres choses. Ça peut être plutôt des raisonnements complotistes, antisémites sur il y en a eu un certain nombre sur le Covid, des théories comme ça. Moi je suis pas spécialiste de ça, mais voilà, je pense qu'il y a souvent des hybridations comme ça qu'on n'imagine pas. Et surtout, déjà on n'imagine pas le fait que, pas assez qu'on puisse se mêler différentes influences. Premier point. Deuxième point, on imagine surtout, on n'est pas capable de prédire quel résultat il y aura du fait de mêler comme ça des différentes influences. Voilà. Par exemple, je pense qu'on n'aurait pas pu prédire que ça aurait donné des théories écofascistes de cette nature-là, si jamais on réfléchissait au fait que des auteurs d'extrême droite lisaient des auteurs d'extrême gauche. Ça aurait pu donner, ça se trouve, autre chose en fait. Je pense que c'est assez compliqué de savoir. Et voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Tout d'abord, merci beaucoup, Antoine. Je en profite pour remercier le 108 et le 109 de nous avoir accueillis. Je vous rappelle qu'il y a une table de presse avec une partie concernant l'UCL et évidemment le livre d'Antoine disponible. Voilà, 10 €. N'hésitez pas à venir. Peut-être que tu feras des autographes derrière ou pas. Et voilà, merci d'être venu, merci beaucoup et merci à vous. Merci à toutes et à tous d'être venus écouter. C'est chouette de voir que ça intéresse quand même des gens. Et voilà, avec l'éditeur, on se posait la question de est-ce que c'est quelque chose qui intéresse du monde. Voilà, est-ce qu'on est sur des choses assez, des choses un petit peu ambivalentes, un peu compliquées à traiter sur nos propres milieux, etc. Et on a un peu peur des fois de comment ça pouvait se passer. Voilà, donc moi je suis plutôt content, à chaque fois ça se passe toujours bien et c'est encore le cas ce soir, donc merci à toutes et à tous.